Le cycle de la vengeance et de la violence prend une ampleur de tragédie grecque dans le deuxième épisode de cette saison 2 de The Last of Us. Une vidéo d'analyse critique avec spoiler bien sûr, donc attention de bien avoir vu les puissances. Attention, je ne dis pas du tout qu'il s'agit là d'un mauvais choix d'organisation narrative de cette saison 2, mais bien d'une décision très courageuse qui fait peser une charge un peu écrasante sur le reste de ces épisodes, tout en leur injectant néanmoins une impulsion d'une énergie sans équivalent pour motiver y a plus Joël, quoi. de tous les personnages. La réalisation de cet épisode, qui est sans doute le plus important de la saison, donc, si ce n'est de la série, peut-être, a été confiée à Mark Mylod, un vétéran de Game of Thrones qui a investi plus récemment l'essentiel de son talent sur la magnifique série Succession, que je vous recommande absolument. Ah bah voilà, c'est Game of Thrones, je vous l'avais dit. D'Abby qui tente de s'empêcher de découvrir le cadavre de son père, peut-être un cauchemar récurrent pour elle. La version Abby du passé est définie par la couleur rouge du panneau sortie, tandis que celle du présent baigne dans le vert qu'on avait déjà identifié en premier épisode. Il est trop fort sur ça à chaque fois. La perspective du groupe d'Abby sur Jackson est intéressante car la ville semble en effet totalement imprenable pour un si petit groupe, Abby étant la seule à n'envisager à aucun moment d'abandonner son objectif vengeur. Elle est la plus petite, mais personne n'ose lui tenir tête. On peut souligner la présence de l'actrice Tati Gabrielle qui tiendra le premier rôle du prochain jeu vidéo de Naughty Dog, Intergalactic. Elle y sera une chasseuse de primes nommée Jordan Moon. Lorsque nous retrouvons Ellie, elle aussi est en train de dormir, ce qui pose déjà les bases d'une mise en parallèle entre Abby et Ellie. Avant de voir le visage d'Ellie, toutefois, on a un plan rapide sur sa guitare, ce qui pourrait laisser supposer qu'elle a finalement discuté avec Joël sur le porche avant de récupérer l'instrument, à moins qu'il ne l'ait simplement déposé dans le garage avant de partir en patrouille le matin même. On peut déjà deviner qu'Ellie s'en voudra d'avoir dormi et de ne pas être partie en patrouille avec Joël comme elle le souhaitait. Elle souligne que rien ne pourra jamais changer le fond de sa relation avec Joël, ce qui permet de confirmer que son comportement du premier épisode ne signifiait pas un rejet affectif absolu, bien sûr. Tandis que la réaction d'Ellie ensuite aux excuses de Seth ne fait que souligner davantage qu'elle n'est pas du genre à faire semblant. Le discours de Tommy et les préparatifs Elle est vénère. Prépare efficacement le spectateur et l'attention. Bon, les amis, juste, on va en parler rapidement parce que je trouve qu'il faut en parler. Je coupe, je sais pas s'il va en parler dans sa vidéo. Mais les débats, Bella Ramsey n'est pas bien pour Ellie. Les amis, je suis pas d'accord avec vous. Bella Ramsey fait un travail monstrueux. Elle nous rend honneur. Enfin, personnellement, à la Ellie, ça va. Genre, je vois pas où est le problème avec Ellie et Joël. Pour le coup, il y a pas de souci. Après, oui, le casting est vraiment moins ressemblant que dans le jeu, mais ça va. C'est pas si horrible que ça, personnellement. Voilà. Donc, moi, je comprends pas vraiment les critiques faciles. Je pense que on peut. Enfin, j'ai plus tendance à critiquer le fait d'avoir fait l'élément fatidique dans cet épisode, mais en vrai, ils ont décidé de le respecter, donc ça va. Croissante jusqu'au paroxysme de l'assaut sur Jackson. Je sais que la série prend les choses dans un ordre différent de ce qu'a pu faire le jeu quant à la compréhension des intentions et des motivations de Abby. Il faut savoir reconnaître que le fait de savoir ce que cherche... Excusez-moi, je reviens rapidement. Hop, on est reparti. Abby permet ici de générer bien plus de suspense et d'appréhension chez le spectateur dès le moment où elle entend une patrouille avant de l'observer avec ses jumelles. Un suspense qui se traduit directement par une question pour nous: s'agit-il de la patrouille d'Ellie ou de celle de Joël? Et quelle réponse doit-on le ça, j'ai bien aimé ça. Lorsque Jesse et Ellie trouvent refuge dans la supérette transformée en ferme à cannabis, la découverte du médaillon d'Eugène amène Ellie à comprendre qu'il appartenait auparavant aux Fireflies. Et ici, on peut sans doute deviner un double impact sur elle. D'un côté, le fait d'entendre Jesse souligner combien il est dommage d'avoir dû achever Eugène la renvoie sans doute au regret de ne pas avoir pu apporter au monde le fameux remède contre la contagion des cordyceps. De l'autre, cela vient alimenter le soupçon que j'évoquais déjà au sujet du premier épisode, alors qu'on ignorait encore qu'Eugène avait été Firefly. Est-il possible que Joël ait délibérément tué l'homme car il voyait en lui une menace pour Ellie et son secret? Ouais, je pense. De mort à deux égards, aussi bien pour Joël, avec une ferme intention, mais aussi pour Jackson, par concours de circonstances. La horde d'infectés qui surgissent de la neige et ça, c'était trop stylé, ça j'ai bien aimé ça. Une vision d'horreur et potentiellement la version la plus terrifiante de zombies qu'on a jamais vue sur petit écran, malgré les nombreuses saisons de The Walking Dead notamment. La séquence de la barrière grillagée qui s'effondre sur Abby alors qu'elle rampe est magnifiquement anxiogène avec un effet claustrophobique des plus efficaces
Et l'intervention fatidique de Joël pour la sauver ne fait que rendre plus apparent. Et là, tu vois Joël. Les rouages d'un destin là là. à l'œuvre, à moins d'y voir un hasard particulièrement ironique. Et si on voulait absolument faire... J'en ai encore des frissons, les amis. de l'épisode, ce serait sans doute en pointant cette coïncidence effroyable, mais je suppose alors qu'il faudrait étendre la plainte à une bonne partie des tragédies grecques. Une chose est claire, on comprend parfaitement la logique des choix faits par Joël, tandis qu'il voit dans le groupe d'Abby une aide potentielle pour Jackson, qui en a de toute évidence grand besoin. Sa façon de couper court au discours de la jeune femme, de l'appeler à en finir, est définitivement quelque chose qui ressemble au dur à cuire qu'on connaît et qui a peu de patience, aussi bien pour les effusions que pour le bavardage. Et moi qui croyais que rien ne pouvait me donner une pire image du golf que la passion que Trump affiche pour ce sport et auquel il a consacré un quart du temps de sa présidence honteuse et grotesque, me voilà détrompé. Ça c'est gratuit ça. Ce qui suit dans la série. C'est chaud. Si je ne me trompe pas, la horde d'infectés prend la direction de Jackson lorsque le gars pioche le bois qui remplit la canalisation, qui révèle les vrilles de cordyceps. Cependant, cela me laisse un peu perplexe dans la mesure où la scène du premier épisode, qui révélait déjà des vrilles semblables, donnait l'impression que l'attention collective, animée par le champignon, était déjà tournée vers la ville. Une chose est sûre, l'enchaînement qui s'ensuit nous offre les minutes parmi les plus spectaculaires vues à la télévision, entre les scènes tournées en conditions réelles dans la montagne et le blizzard, et cette attaque massive au grand jour, difficile... Vraiment, c'était incroyable. Par une ampleur... Mais oui, ça m'a bien fait sentir que c'était Game of Thrones, parce que si vous regardez Game of Thrones, vous voyez que quand on attend les marcheurs blancs, c'est le même plan. Genre, c'est vraiment les mêmes plans, et... Enfin, c'est pas les mêmes plans, mais ça se ressemble fortement, du moins. Et qu'est-ce que j'ai kiffé! Enfin, j'espère que vous avez ressenti cette vibe Game of Thrones, vous aussi. Moi, je l'ai ressenti, du moins. Digne d'un gros budget de cinéma. Et ce n'est pas qu'une question de budget, clairement, le rythme de l'attaque est implacable, et quand on ne connaît que des bribes de l'histoire du jeu, comme moi, on craint légitimement pour Tommy, pour Maria, voire pour la ville entière, qui semblait sur le point de tomber avant que Maria ne lâche les chiens. Le face-à-face au lance-flammes était particulièrement bien rendu. Avec ça j'ai bien aimé ça. Chaque détail donne de la crédibilité à l'ensemble et aboutit à un spectacle apocalyptique, mais sans jamais retirer pourtant à la situation la plus tendue de toutes, celle de Joël et Dina, entre les mains d'Abby et de son groupe. Comme vous peut-être, j'ai lu les plaintes au sujet du physique de Caitlin Dever, l'interprète d'Abby, qui n'affiche pas certes la musculature du personnage telle qu'elle peut l'avoir dans le jeu vidéo, mais quand on est capable de projeter autant de haine froide à l'écran et de représenter sans aucun doute possible la menace centrale d'une scène, excusez-moi, mais je pense bien que le casting s'avère sacrément judicieux. Exactement, rien à foutre. Sa bouche ou ne va plus... Et je suis d'accord que la Abby, elle me fait vraiment penser à Abby. Enfin, j'arrive à voir Abby. Voilà, personnellement, c'est juste des attaques sur le physique, franchement, c'est gratos. Quelque chose de vaguement humain, si on peut dire, et la laisse le massacrer à coups de club de golf et à main nue. J'ai comme l'intuition qu'ils viendront à regretter leur incapacité à intervenir pour mettre un terme à une telle débauche de violence. Bah là, je suis d'accord avec lui, une telle débauche de violence, et surtout j'ai l'impression que ça a créé des tensions dans le groupe. Le groupe vit mal. Parce qu'il y en a un, il était en mode ah vas-y frère, c'est bon, enfin le fais pas souffrir, soit fous-lui une balle dans la tête, soit autre chose. Et on a beau voir Pedro Pascal dans la moitié des grands projets de pop culture depuis des années, le moins qu'on puisse dire c'est qu'avec un talent comme le sien, il n'a rien volé, et quand on comprend que Joël va y passer pour de bon, on commence à mesurer l'impact d'une telle perte pour la série. Je suppose d'ailleurs que quelques spectateurs pourront avoir une réaction épidermique et décider d'arrêter de regarder The Last of Us du fait de cette mort. Pourtant c'est un événement majeur pour rebattre toutes les cartes et mettre les choses en mouvement puisque rien n'aurait sinon justifié pour Ellie d'abandonner un endroit comme Jackson, même après l'attaque terrible qu'ils viennent d'essuyer. Ellie justement c'est bien la... Alors juste moi je l'ai laissé dire ça. Il parle de cet effet. Moi, cet effet, je l'ai eu. Bon, certes, j'ai pas joué au jeu, mais quand j'ai regardé des let's play à l'époque, c'est simple. J'ai découvert cette scène et tout simplement, j'ai rage quitte le jeu. Enfin, j'ai pas rage quitte, mais j'ai eu trop le seum. Et donc du coup, avec cette saison 2, je vais enfin découvrir la suite. Donc là, à partir de maintenant, je ne connais plus du tout la suite de cette saison. Enfin, de cette saison et slash de ce jeu. Mais la vengeance est le mot d'ordre, en tous les cas, pour ce jeu. Enfin, pour ce jeu slash série. Et voilà. Mais pour le coup, moi, quand j'étais jeune et que j'ai découvert la mort de Joël, je l'ai vraiment très mal pris. Enfin, je l'ai pas mal pris, mais du moins ça m'a fait du mal. Voilà.
La peine de faire autant de jujitsu pour se faire maîtriser aussi rapidement. Bon, je déconne, enfin à moitié quand même, j'aurais aimé l'avoir donné plus de fil à retordre. Ouais, j'avoue. Évidemment, l'enjeu était tout autre dans cette scène avec cette expérience atroce de voir mourir Joël sous ses yeux, de le supplier de se relever et de deviner qu'il essaie, qu'il craint maintenant pour la vie de celle pour qui il aurait sacrifié le monde entier. Le coup de pied dans le il a sacrifié le monde entier. Sérieux dommage à Ellie, ce qui est plus réaliste que la plupart des conséquences de tels coups de pied, comme on en voit trop souvent en fiction. On imagine difficilement l'état d'esprit dans lequel Bella Ramsey doit se mettre pour incarner autant d'émotions dévastatrices, mais encore une fois, on ne peut que rire face à ceux qui s'acharnent contre elle depuis des années maintenant, car elle n'aurait pas l'étoffe pour incarner Ellie, surtout après une telle démonstration. Exactement. D'entrelacer ses doigts avec ceux de son père de cœur et de se lever contre son cadavre, tout cela est magnifié par le plan aérien qui saisit le vide du plancher et donne corps à la phrase de Lamartine « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Alors que la ville est jonchée de cadavres et que les blessés demandent à... Arrêtez, il me met les frissons carrément, j'ai plus les frissons à l'écouter parler que l'épisode, genre. Quelle terrible nouvelle arrive, traînée par le cheval de Jesse. À ce sujet, j'ai vu sur Reddit que des gens se moquent, car il n'y a aucun sens à ne pas emmener les chevaux d'Ellie et de Joël, en plus de ceux de Jesse et Dina. Le genre de détails qu'on préfère ignorer dans l'émotion du moment, mais quoi qu'il en soit, rien de bien intéressant ou qui vienne véritablement briser la logique du récit. La chanson qui accompagne les dernières minutes de cet épisode est chantée par Ashley Johnson, comédienne d'Ellie dans le jeu, celle qui jouait aussi brièvement la mère d'Ellie dans la première saison. Through the Valley était la chanson de The Last of Us partie 2. Ce qu'on entend dans l'épisode est un mélange entre cette version très connue des joueurs et une autre enregistrée plus récemment en studio par Ashley Johnson. Les paroles de la chanson font indirectement écho à la vie de Joël, mais aussi aux actes et à l'état d'esprit d'Abby, voire plus tard, annoncent le chemin et les décisions qu'Ellie aura à prendre. Je vous donne rendez-vous demain, mardi 22 avril, en direct. Bon bah voilà les amis, c'était super bien. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé. Je vous conseille de regarder cette série. Là maintenant on va regarder le Nintendo Direct. Et on va se faire kiffer. Et après on va faire du Mario Kart. Après avoir vu Mario Kart. Voilà. Hop.